Bonjour à tous, merci de nous retrouver dans la famille en question. Le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les 18-24 ans. La mort d'un jeune reste bien souvent une énigme pour les parents. Face à ce drame, des associations se mobilisent pour accompagner les familles. C'est le cas de Phare Enfants Parents. Nous avons le plaisir d'accueillir sa fondatrice, Thérèse Agnier. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez vous-même perdu un fils de 18 ans qui s'est suicidé. C'était il y a 25 ans et quelques années plus tard. Donc vous avez créé Phare Enfants Parents. Vous nous parlerez de son action. Deuxième invité, Philippe Jamet, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre, spécialiste de l'adolescence et votre dernier livre, Pour nos ados, soyons adultes, est paru aux éditions Odile Jacob. Alors vous nous parlerez, docteur, des signaux qui peuvent alerter les parents, des signaux de mal-être d'un jeune et surtout comment réagir. Oui. Et puis enfin, on retrouve notre chroniqueur Jean-Louis Bavoux. Jean-Louis, bonjour. Bonjour. Eh bien, vous nous apporterez, vous, votre éclairage sur ce thème, puisque vous êtes également médecin et diacre. Alors, avant d'aller plus loin, on va entendre le témoignage d'un couple qui a perdu son fils. C'est un reportage de Sophie Lenné. Laurence et Pascal ont perdu leur fils Tanguy il y a 5 ans. Celui-ci a mis fin à sa vie, il n'avait que 18 ans. Les années ont passé et ses parents tentent peu à peu de se reconstruire. Mais la douleur de la perte de leur enfant reste toujours intense. C'est notre fils, c'était mon fils, c'était un peu tout dans ma vie. Voilà, ce sont deux autres photos prises le même jour en fait. Garçon épanoui, c'est au moment de son adolescence que Tanguy a commencé à manifester son mal-être. Pendant son année de sixième, vers Pâques, pratiquement du jour au lendemain, tout est devenu nul. L'école était nulle, les activités sportives ou musicales qu'il pouvait avoir étaient nulles. Il faisait de la guitare c'est devenu nul du jour au lendemain. Donc il y a eu ce début de... Donc ce que moi, encore une fois, j'assimilais à une entrée dans la crise d'adolescence. Une détresse qui le pousse à commettre une première tentative de suicide à l'âge de 15 ans. 10 jours de coma entre la vie et la mort, finalement il parvient à s'en sortir. Mais son malaise profond persiste. Pendant 3 ans, ses parents font tout pour lui venir en aide. Entretien avec des psychologues, suivi thérapeutique médical. Mais la crainte que Tanguy rechute est omniprésente. Lorsque vous vivez avec un ado fragile, un ado suicidaire, vous êtes morte de peur lorsqu'il a 5 minutes de retard. Donc toujours un peu avec... moi j'ai l'impression d'avoir vécu ces années aussi avec une épée de Damoclès. Sa famille fait tout pour engager un dialogue avec Tanguy. Mais elle se retrouve souvent confrontée à un mur de silence. Lorsqu'on entrait sur son terrain, dans son intimité, c'est vrai que il se refermait et il y avait vraiment... effectivement, on a souvent essayé et à un moment donné, on se rendait compte que c'était terminé, qu'on ne pourrait pas aller plus loin. Malgré l'aide de son entourage, Tanguy semble avoir de plus en plus de mal à vivre avec sa souffrance. À l'âge de 18 ans, il récidive, un passage à l'acte qui lui est fatal. Avant de quitter ce monde, il laisse une lettre à ses proches, leur expliquant les raisons de son geste. Je retiens de son message, et même dans les moments de bien-être avec moi-même, je me refuse le droit d'être heureux dans ce monde que j'exècre. Dans les premiers temps, j'étais vraiment dans un état de sidération et de colère également, parce que colère contre Tanguy, colère essentiellement contre Tanguy d'ailleurs, parce qu'on avait tellement fait justement pour l'aider qu'on méritait pas ça. Mais oui, effectivement, je crois que le fait de croire dans une vie après la vie éternelle, et de savoir effectivement de pouvoir l'imaginer auprès d'un Dieu d'amour et miséricordieux, effectivement, c'est... Aujourd'hui, Pascal et Laurence ont trouvé la force de réapprendre à vivre. Un long cheminement qui les a conduits à se tourner vers autrui
et à aider à leur tour des familles endeuillées. Thérèse Agnier, une réaction sur ce témoignage? Est-ce que cela fait écho un peu à votre expérience? Oui, bien évidemment. La première réaction, c'est, je pense que tout le monde peut être touché par un témoignage d'une grande dignité. Et c'est ce que j'observe la plupart du temps, mais presque toujours, dans le cadre des groupes de parole que nous organisons avec les parents d'enfants suicidés. Il y a cette dignité, cette force peut-être d'affronter la vie malgré la perte d'un être cher, et la plupart du temps dans des circonstances qui ajoutent à la souffrance d'avoir perdu un être cher. Donc voilà, je pense que ce reportage illustre bien aussi la nécessité de se reconstruire, la nécessité, avec la grande difficulté, de pouvoir y parvenir, mais en tout cas de s'intéresser aux autres et de venir en aide aux autres. Je pense que ça fait partie d'un moyen de se de la reconstruire. reconstruction aussi, hein, Oui. pour soi, pour ses Oui. parents. On y reviendra. Docteur Jamet, une réaction sur ce qu'on a entendu donc de ses parents. Vous en rencontrez beaucoup des couples comme cela? Oui, bien sûr. Bon, malheureusement, et puis pour des enfants qu'on a suivis et dont nous étions responsables et qui sont morts, donc on y est d'autant plus sensible et engagé. Et moi aussi, je voudrais saluer le courage de ses parents, leur dignité et l'importance de ce témoignage. Je crois que on n'en parle pas assez du suicide de jeunes? Je ne sais pas qu'on n'en parle pas assez, mais enfin, je pense que les groupes de parole sont importants, que c'est important que les choses puissent être dites et qu'on prenne le parti de la vie. C'est-à-dire, quel que soit le grand danger, c'est que on se serve de ce qui ne va pas, enfin que le verre soit à moitié vide, ce qui n'est en soi pas faux, mais pour le vider un peu plus. Oui. C'est-à-dire d'en faire une source de désespérance supplémentaire. Et je crois que la vie, c'est pas quelque chose d'aussi facile que ça. On le sait bien. Il y a un combat pour la vie, comme il y a un combat pour la liberté, et que quand on est blessé, la grande tentation humaine, on y reviendra. Je crois que c'est ça, c'est propre à l'être humain. C'est face à cette blessure, une des façons paradoxales d'éviter de s'y soumettre, c'est de se la réapproprier et de devenir lui-même acteur. Oui, de réagir. On le verra aussi, voilà, effectivement. Beaucoup de parents s'engagent. De son propre bourreau. Et là, des témoignages comme ça montrent qu'on lutte contre ça, quelle que soit la peine, quelle que soit la colère, elle a bien dit, la révolte. Elle ne s'est pas enfermée là-dedans. C'est-à-dire, c'est une preuve d'ouverture. Et ça, c'est un combat dont il faut être solidaire en permanence, parce qu'il est très dur. Et que la tentation naturelle, c'est de se replier, de se fermer et de se couper de la vie. Alors, Thérèse Agnier, on va revenir un peu à ce que vous avez vous-même vécu. On l'entendait, cette maman en début de reportage qui dit, mais du jour au lendemain, rien n'allait plus, le sport, ça n'allait pas, la guitare, ça n'allait pas. Mais j'ai cru que c'était un passage obligé de l'adolescence. Est-ce que vous avez vécu la même chose, vous, face à votre fils, ou est-ce que vous aviez vu qu'il y avait un profond mal-être chez lui? Comment vous avez perçu son propre mal-être? Alors, il y a de multitudes de façons d'exprimer son mal-être, et ça, je l'ai compris au fur et à mesure des années qui m'ont permis d'ailleurs de réaliser avec toute une équipe un guide sur les signes et symptômes de mal-être des jeunes. Mais le point commun que j'ai avec ces parents-là, cette maman qui s'est exprimée, c'est qu'effectivement, moi aussi, vers 17 ans, il a eu une petite déception amoureuse. Il a eu un comportement que je trouvais étrange. Et finalement, j'attendais que ça passe. Ouais. J'ai cru que c'était la crise de l'adolescence. Ouais. Et je dis ça sous le contrôle du professeur Jamet. Il n'y a pas forcément une crise systématiquement à l'adolescence. Elle est, en tout cas, c'est une crise qui peut s'identifier autrement par d'autres comportements où l'on retrouve toujours la versatilité, l'irritabilité des comportements. C'est pas si évident de déceler des choses en tant que parent. Professeur, vous confirmez ça? Est-ce que les parents finalement sont bien placés pour voir que leur enfant va mal?
Oui, ils sont à la fois bien placés et c'est pas si facile que ça. Mais vous non, dites très, parce très, qu'ils ne très connaissent doucement. pas les signes de mal-être. C'est Et ça, même en les surtout. connaissant, c'est vrai que c'est pas toujours aussi évident. Il y a tout un continuum, bien sûr. Il faut pas vivre dans l'inquiétude et en guettant les moindres difficultés, parce que ça, c'est anxiogène. Et l'anxiété, c'est quand même très contagieux et peu digestible. Ouais. Donc ça finit par créer des ambiances très pathogènes si on est trop anxieux. C'est pas forcément notre faute si on est anxieux d'ailleurs. Bon, mais enfin, il faut essayer d'éviter d'être dans la crainte permanente. Donc on est obligé de faire confiance, ne pas s'alarmer aux moindres choses. Oui. Mais alors où est-ce qu'on place la limite voilà. en fait? Mais pour moi, c'est quoi les signaux d'alerte Oui. sur lesquels il faut réagir pour vous? Si vous voulez, on s'aperçoit que au-delà même du suicide, tous les troubles qui peuvent être sinon pathogènes, du moins sinon pathologiques, du moins pathogènes, ils se caractérisent par une restriction, une amputation qui fait que l'enfant ou l'adolescent ne se nourrit plus de ce dont il aurait besoin pour s'épanouir dans au moins un des 3 domaines suivants, et souvent les 3, c'est-à-dire son corps, prendre soin de son corps, s'en occuper, c'est les apprentissages au sens large et la sociabilité. Donc, si dans un de ces 3 domaines, on voit un enfant ou un ado qui, souvent dans ce renversement, qui est un assez bon signe, comme c'est très brutal, qui a été signalé là, il change complètement. Et que cela, si c'est très brutal, mais il faut dire qu'est-ce qui se passe. Bon, il faut tout de suite quand même s'interroger, en parler, non pas nécessairement c'est pathologique, tu es malade, mais on remarque. Au moins de dialoguer, oui. Voilà, oui. Au moins dialoguer, et on ne le laisse pas s'enfermer, parce que tous ces comportements, ils ne sont pas choisis. Hein. On ne choisit pas d'aller mal, ça s'impose à nous. Bon, il n'a pas choisi d'être comme ça, ce garçon. Ça s'est imposé. Quelles que soient après les justifications que l'on peut donner à cela, elles n'expliquent à elles-mêmes jamais le fond du comportement. Si vous permettez, j'ajouterais quand même que là, il y avait un signe fort, c'est qu'à 15 ans, il a fait une tentative de suicide. Et dans la plupart, il y a beaucoup de... C'est souvent le cas. Est-ce qu'il y a souvent, statistiquement, tentatives avant ou pas forcément? Moi, je tiens à souligner qu'on manque de statistiques, qu'on manque d'études précises sur les tentatives de suicide, sur les mortalités par suicide. On connaît les chiffres de mortalité par suicide, ça c'est sûr, comme on connaît le nombre d'accidents de la route mortels, mais on ne connaît pas bien l'origine profonde du mal-être, d'une façon générale, avant d'en arriver à des passages à l'acte. Et même pour les tentatives de suicide, on n'a pas d'études précises. Voilà. On sait quand même... Si on redonne, docteur, quelques chiffres, c'est quoi, 60 000 tentatives par an à peu près? Pour les moins de 24 ans. Voilà. D'ailleurs, pardonnez-moi, je ne veux pas répondre. C'est parce que je suis, depuis des années, je suis les statistiques. Et par exemple, vous avez annoncé la première cause de mortalité pour les 18-24 ans. C'est pour les moins de 24 ans. Parce qu'il y a des tranches d'âge qui sont touchées aussi. C'est de plus en plus qu'on observe des moins de 14 ans. Donc, pour les derniers chiffres connus, c'est l'INSERM, c'est 2006. Il y a 30 enfants de moins de 14 ans qui se sont suicidés, de 10 à 14 ans. Et c'est un phénomène nouveau. Depuis 2000, il y a eu 3 années de suite, mais pas forcément les unes après les autres, un enfant de moins de 9 ans qui s'est suicidé. Ça, donc voilà, c'est quelque chose de très... Professeur, vous avez une explication là-dessus sur le fait que le nombre de plus jeunes augmente, les moins de 14 ans? Pour toute la pathologie, c'est-à-dire que c'est la rançon d'un certain avantage, c'est que les jeunes sont plus ouverts, plus délurés, plus stimulés, plus informés qu'ils n'étaient. C'est-à-dire il y a une pression des communications, de pression sociale qui fait que il y a des comportements maintenant de type adolescent chez des prépubères. C'est-à-dire qu'il y a on vit tout plus jeune, plus vite, on est plus stimulé avec les avantages. D'accord. Avec les revers. Bon. Et c'est vrai que maintenant, ils savent aussi que le suicide, on en parle, mais on le montre, c'est aussi, ça devient aussi un modèle qui est plus accessible qu'il ne pouvait être autrefois. Ceci dit, il ne faut pas dramatiser, ça reste exceptionnel pour ce qui est des enfants, mais je crois que le point commun, vous disiez, vous voulez intervenir, c'était à propos des tentatives de suicide. Si maintenant on sait que, vous savez,
l'élément le plus prédicteur d'un risque suicidaire, c'est d'en avoir déjà fait. Ça multiplie par 10 le risque. Ce qui n'empêche qu'on ne peut pas forcément faire face à une issue fatale, hein, comme on l'a vu dans ce reportage. Tout, puis on va pas, il faut pas. Même si il faut vivre. Là, on l'a entendu, ce jeune était soigné, suivi, ça n'a pas empêché que. Et donc, bien sûr. Alors là, je veux dire qu'on est dans une situation où, à mon avis, il y a ce qu'on peut appeler d'une pathologie, c'est-à-dire des contraintes, où je pense même que la part aussi biologique y est importante. Est-ce qu'un jeune, comme on l'a vu là, ne peut y échapper à cette issue-là fatale? Est-ce que un jeune comme ça? Voilà, si, il peut y échapper. Bien qu'il soit suivi, qu'il ait été encadré, les parents avaient cette épée de Damoclès, hein, la maman l'a dit. Pourtant, 3 ans plus tard, l'issue est fatale. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue que la mort là? Si, il y a toujours une issue. Il n'y a aucune fatalité. Évidemment, plus la fragilité est grande, plus il y a de difficultés. Mais quelquefois, paradoxalement, dans des situations où la partie, qu'on pourrait dire, plus biologique, de troubles ce qu'on appelle les troubles de l'humeur, qu'on connaît un petit peu mieux maintenant, dépressif est importante, plus on a de médication efficace. Qui ne veut pas dire que ce soit toujours facile et que ce ne soit pas lourd à traiter et à supporter, même pour celui qui se traite, mais on a des médications efficaces. Il y a un certain nombre de cas où on a l'impression que il n'y a pas ces troubles de l'humeur, mais il y a une personnalité qui a vécu des choses tellement chaotiques, tellement difficiles, qui a tellement peu confiance en lui-même, qu'il va être très difficile de la restructurer, surtout si elle a un passif d'échec et de marginalisation important, ce qui n'est pas le cas de ce garçon. Mais les troubles biologiques, aussi importants soient-ils, on a maintenant des traitements de plus en plus efficaces. D'accord. Ils ne sont pas non plus à médicamenteux, 100%. Médicamenteux. Et dans tout ce qui concerne les troubles d'ordre psychiatrique, la part relationnelle demeure extrêmement importante. Mais il n'y a pas de contradiction entre l'importance de la médication et la nécessité d'avoir quoi? C'est simplement humain, une relation de confiance. Et plus on est vulnérable, plus cette relation de confiance va dépendre des rencontres qu'on fait, de l'environnement. Plus on a de ressources intérieures, plus on a de ressources au sens de tranquillité, plus on a de sécurité interne, plus vous avez une marge de manœuvre par rapport à l'environnement. Plus vous êtes sensible, vous êtes insécure, plus vous devenez environnement dépendant, donc vous allez être très très sensible à tout ce qui se varie dans l'environnement de manière négative. Donc ça suppose que s'il y a même une médication, à mon avis elle était nécessaire là, il faut qu'il y ait un suivi et une relation de confiance. Pas seulement avec la famille, et ça sera un point qu'on pourra évoquer, c'est que c'est très important qu'il y ait une ouverture à des tiers. C'est-à-dire peut-être dans des cas comme ça... Vraiment d'autres acteurs, les professeurs par exemple. Et notamment, on a en France la chance, j'espère qu'on la gardera, d'avoir des établissements comme la Fondation des étudiants, où dans des situations comme ça difficiles, où il y a une tentative, quelquefois il peut être très utile de prendre une certaine distance avec la famille. Pas parce qu'elle n'est pas bonne, mais parce que des réactions émotionnelles, peut-être d'une intensité telle que la vie quotidienne avec la famille devient une source, disons, de stress, de débordement émotionnel, et qu'on s'aperçoit que chez ces sujets qui restent très dépendants de leur environnement, ils se sécurisent mieux quand ils ont un territoire à eux, quand ils échappent un petit peu au regard parental et qu'ils peuvent se rassurer. Thérèse Agnier, quelques mots sur Phare Enfants Parents. Alors, vous faites à la fois de l'accompagnement des familles, on l'a dit, mais également de la prévention. Concrètement, quelles sont vos actions ? Alors, de toute façon, ce sont toujours des actions de prévention. Et c'est pour ça que j'ai tout de suite réagi quand vous avez dit est-ce qu'on aurait pu sauver ce jeune homme. Après une TS, ça aboutit à l'acte fatal. Oui, certainement, sinon... TS, c'est tentative de suicide, hein, oui. Oui, d'accord. Sinon, je ne croirais pas à la prévention. La prévention, elle est possible dans presque tous les cas. Même s'il y a, parfois j'en suis convaincue, des cas pathologiques où on n'a absolument plus aucun pouvoir, que ce soit la famille, des tiers ou même les médicaments. Mais dans beaucoup de cas, surtout chez les jeunes, parce que il y a différentes circonstances autour du suicide, de la tentation suicidaire, eh bien, tout le monde a un rôle à jouer.
Alors là, vous dites qui, c'est-à-dire les parents, les éducateurs, les enseignants, les éducateurs, les camarades, tout le monde a un rôle à jouer auprès de celui qui est vulnérable. Donc voilà, qui a une vulnérabilité. Il faut avoir des antennes et voilà, être attentif à un jeune qui n'a pas l'air d'aller bien. Et c'est un peu le rôle de phare enfant parent, en fait, en allant vers les parents, en mettant à la disposition une ligne d'écoute 0810 810 987 qui permet d'appeler quand on a des inquiétudes, quand on suspecte son enfant dans des difficultés plus ou moins graves. Quelquefois, on rassure aussi, c'est aussi notre rôle. Et puis, autre action de prévention, nous allons à la rencontre des jeunes dans les lycées ou collèges, à la demande généralement des chefs d'établissement ou des infirmières scolaires, pour leur parler des signes de mal-être et comment repérer chez son camarade et éventuellement comment réagir, comment lui venir en aide. Jamais rester seul avec son camarade en pensant qu'on va tout résoudre. Et il faut au en parler, contraire, en parler, aller vers des tierces personnes, des adultes. Et surtout pas s'enfermer dans un secret, comme ça arrive de temps en temps. Merci à tous les deux de nous avoir rejoints. Bien sûr, on souhaiterait dire encore beaucoup de choses sur ce sujet qui nous concerne tous. Jean-Louis, alors vous avez vous aussi évidemment un regard sur cette question en tant que médecin généraliste, diacre. Disons qu'en amont, oui, moi je rencontre souvent des jeunes. Moi, ce qui me frappe, c'est souvent leur manque de repères moraux, spirituels. Oui, je trouve qu'il y a quand même un peu une débâcle hein, dans les repères. Alors, c'est pas automatiquement la responsabilité des parents, c'est aussi la responsabilité sûrement de la société et tout. D'où l'intérêt justement de l'entourage au sens large et de pouvoir aider donc des parents en difficulté. Donc en amont, je crois que ce qui est important, c'est l'assistance. Vous parliez tout à l'heure là de ce manque finalement de confiance en soi, de ce manque je crois que c'est important de cette vulnérabilité. Je crois que c'est important de déceler la vulnérabilité et d'être là pour apporter, d'être présent tout simplement. Hein, parce que souvent, moi je vois des jeunes qui souffrent tout simplement de l'absence, qui sont souvent seuls, de tout, de beaucoup de temps. Voilà, donc cette présence aimante, c'est important. La deuxième chose, moi je crois très importante, alors en tant que généraliste, je la vis peut-être pas tous les jours, mais très très fréquemment, c'est cette peur de la thérapie, hein, cette peur du psy. Et ça, alors là, moi, je me bats. Du côté des parents, du côté des familles, du côté des parents, oui, parce qu'on rentre, on met le doigt dans un engrenage, et puis les médicaments. Et c'est vrai que vous le disiez que les médicaments sont parfois peut-être un peu lourds et autres, mais je crois que c'est très important d'aller vite, voir un professionnel quand il faut le faire, même si c'est pas un problème vraiment biologique. Je crois que c'est important de ne pas avoir peur du thérapeute. De démystifier. C'est très, très, très important. Et puis, oui, tout à fait. Et de la relation d'ailleurs entre le généraliste et le psychiatre et de la famille, ce qui existe vraiment beaucoup. C'est vrai que l'ancienne psychiatrie de ma jeunesse était peut-être moins... les relations étaient peut-être moins faciles avec les familles. Et j'en viendrai au dernier point dont je voulais parler, c'est la déculpabilisation. Je pense que c'est très important que les parents... parce qu'il y a sûrement une culpabilité énorme quand ça arrive. Et je crois que le boulot des gens de l'entourage, médecins, soignants, éducateurs et autres, c'est d'aider, et amis, c'est vraiment d'aider les parents à sortir de cette culpabilité qui d'abord ne les fera pas grandir, et puis qui n'est pas fondée, puisqu'on fait souvent... on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, et c'est pas toujours simple. Et encore une fois, les parents ne sont pas le seul environnement de l'enfant. Il y a tout le reste, Internet, la violence des films, enfin la société qui est quand même implacable, l'avenir professionnel qui est menacé. Enfin, il y a plein de choses qui font que nos enfants sont quand même face à des situations pas toujours simples. Donc cette déculpabilisation, c'est important. Ça vous arrive, comme diacre évidemment, j'imagine, de rencontrer des familles, des parents touchés par ce drame. Tout à fait. Alors comment donner une espérance quand on a des parents qui sont J'ai été bouleversé, moi, par détruits. le témoignage de la maman. Mais donc un grosse peine, mais pas de désespoir. Et je suis frappé aussi par leur réaction, et qui est la réaction de tous souvent, c'est quand nous tombe une tuile énorme comme celle-là, on réagit, on rebondit, et qu'est-ce qu'on fait souvent ? On se tourne vers les autres. Voilà.
Ouais, ça, c'est très humain. C'est pas chrétien, c'est humain, ça. Très, très humain. Il y a la vie prend le dessus. Des ressources terribles. Ouais. Merci à tous les trois. Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur l'association Phare Enfants Parents, eh bien, un site internet www.phare.org qui s'affiche sur vos écrans. Le numéro de téléphone dont Thérèse Agnier vous parliez tout à l'heure, une ligne d'écoute des parents, eh bien, c'est le 0810 810 987. Et enfin, sachez que l'association a publié un guide pour les parents, on en disait un mot, pour les enseignants, les éducateurs également. Son titre, Difficile adolescence, signes et symptômes de mal-être, donc voilà, qui peut donner des éléments concrets aux familles. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Je vous renvoie au site de KTO pour retrouver cette émission kto-tv.com. À la semaine prochaine, au revoir.